Mathématé. Donc bienvenue dans Mathématé. Aujourd'hui je reçois Adrien Dutheil qui est étudiant en histoire et qui prépare l'agrégation d'histoire. Adrien, il a notamment écrit un mémoire de recherche qui avait pour sujet la diplomatie des Séleucides d'Antiochios III à Antiochios IV. Antiochios 8. Ça c'est moi et les chiffres romains là, de loin ça va pas du tout les chiffres romains. Surtout quand il y en a beaucoup. Mais c'est assez marrant parce que tu vois, on regarde un peu sur Wikipédia, ils ont tous le même nom. Et je le disais bien, c'est ça, c'est Antiochios. Antiochos. Donc aujourd'hui dans Mathématé, on va faire de l'histoire, on va parler du monde grec, on va parler du monde hellénistique. C'est ça. Et bah du coup, c'est vrai que moi quand j'ai commencé à me renseigner un peu sur ce que tu faisais, les Séleucides, ça me parle pas du tout. Et j'imagine que, c'est peut-être un peu présomptueux, mais j'ai l'impression que si ça me parle pas et que moi j'aime bien l'histoire, c'est vrai que pour les gens, ça... Mais j'avais demandé j'avais évoqué ça avec mon père quand j'ai commencé à bosser dessus, et en fait, il pensait que c'était le nom d'un insecticide au départ. Voilà. Donc non, effectivement, c'est pas connu par grand monde, mais c'est ce qui fait que le sujet est un peu, comme c'est pas hyper grand public, on découvre sans cesse des choses et je trouve ça passionnant sur le sujet voilà quoi. Alors du coup, la première question que je peux te poser, c'est quoi les Séleucides ? C'est une dynastie, mais comment cette dynastie a été fondée ? Et oui, voilà, comment cette dynastie a été fondée ? Je pense que pour bien saisir ce que c'est, d'abord que les Séleucides, comme les autres entités politiques du monde hellénistique, il faut bien se concentrer sur ce qui fait la spécificité de cette époque. C'est une époque donc qui dure de 323 avant Jésus-Christ à la mort d'Alexandre le Grand jusqu'à 30 avant Jésus-Christ, quand Cléopâtre est vaincue par les Romains. Avant l'époque hellénistique, on a un monde grec antique qui est un monde grec des cités. La police dans le monde grec, c'est avant tout la réunion des citoyens, ceux qui ont le droit de participer à la vie civique. Et donc, techniquement, en termes de droits, tous les citoyens d'une cité sont censés être égaux. Et on élit ces magistrats. Et il y a un roulement des magistrats qui fait que chacun participe au pouvoir. Il n'y a pas de magistrature sans citoyens, parce que c'est les citoyens qui décident de qui est magistrat. Ça, c'est pour le monde grec des cités. Aux franges du monde grec, il y avait des monarchies qui avaient un caractère assez contractuel, comme la monarchie des Macédoniens. C'est la monarchie d'où sort Alexandre le Grand. Et c'est une monarchie où, en fait, l'assemblée des nobles élisait un roi dans une dynastie, et le roi était roi parce qu'il réussissait à remplir ses devoirs à l'égard des différents nobles, et par extension de l'ensemble de la communauté des Macédoniens. Ce monde grec des cités, il était opposé au monde perse, dans la théorie politique des Grecs, notamment chez Aristote et chez Platon. Et donc ce monde perse, c'était le monde où régnait un seul homme qui était roi parce qu'il était représentant d'un dieu qui s'appelait Ahura Mazda sur terre. Et donc ce roi de Perse était le seul homme à posséder des droits qu'il ne devait pas à quelqu'un supérieur à lui. Il y a une citation dans un ouvrage de Xénophon où un grec en gros dit à un autre grec: tu sais bien que, en gros, le roi de Perse est le seul des hommes de Perse à ne pas être un esclave et à être plus exercé aux vertus viriles qu'à l'esclavage. Et à l'époque de la conquête macédonienne, on a une rencontre entre un roi qui gouverne des cités, parce que en gros le père d'Alexandre le Grand a soumis les cités grecques, mais donc c'est ce roi qui est à la tête d'une monarchie contractuelle, donc il a des devoirs envers ses nobles, qui envahit l'empire perse et qui réussit à superposer à l'empire perse son propre empire, l'empire d'Alexandre le Grand. Et donc là on a une réappropriation par Alexandre le Grand de certaines pratiques de pouvoir perse. C'est-à-dire qu'il va se montrer de plus en plus autoritaire et il va faire de moins en moins de place à la voix des nobles. À sa mort en 323, sa monarchie n'est pas stabilisée et il a un héritier qui est pas encore né, en fait son fils est pas encore né, et c'est ses généraux qui se divisent son empire. Parmi ces généraux, il y en a un qui s'appelle Séleucos, qui était chef de la cavalerie quand Alexandre était encore en vie. Et Séleucos, il obtient la Babylonie en 320 avant Jésus-Christ. Auparavant, à la mort d'Alexandre, il y a un régent qui s'appelle Perdiccas. Perdiccas se fait exécuter par ses propres généraux en Égypte parce que l'un des satrapes, qui était le satrape d'Égypte, s'était révolté. Et parmi les généraux qui ont supprimé Perdiccas, il y avait Séleucos qui ensuite a obtenu la Babylonie. Le satrape en question en Égypte est important, il s'appelle Ptolémée. Ça va être l'ancêtre de tous les rois d'Égypte de la dynastie Lagide, donc Ptolémée Ier, II, etc. L'ancêtre aussi de Cléopâtre. Et de Cléopâtre, exactement. Et en fait, au cours des années qui suivent la mort de Perdiccas en 320 et le partage de Triparadissos, qui est le dernier partage de l'empire d'Alexandre, enfin dernier partage acté par un traité, il y a des guerres civiles continuelles entre les différents généraux d'Alexandre le Grand qu'on appelle les diadoques. Diadokoi en grec, c'est les successeurs.
Et il y en a un qui devient particulièrement important qui s'appelle Antigone le Borgne. Et en fait, Antigone le Borgne va pourchasser un autre satrape depuis la Phrygie, qui correspond à la Turquie, et le satrape qu'il pourchasse se dirige vers l'Indus. Donc on passe en plein par la Babylonie. Et en Babylonie, il y a Séleucos. Et Antigone va réussir à battre le satrape qu'il pourchassait, mais il va surtout priver Séleucos de la Babylonie. Et à ce moment-là, Séleucos va se réfugier chez Ptolémée. On est en 317 à peu près. Et il va se réfugier chez Ptolémée, qui va devenir son ami et qui va lui fournir des troupes. En 315 avant Jésus-Christ, 2 ans après, Antigone a réussi à réunir toutes les possessions d'Alexandre le Grand entre la mer Égée et l'Indus. Donc un gros bout de territoire, quoi. Et il se bat contre Ptolémée, qui est en Égypte, contre Cassandre, qui est en Macédoine, et contre Lysimaque, qui est en Thrace. En fait, ce que vont faire les autres diadoques, c'est qu'ils vont envoyer Séleucos avec une armée en Babylonie pour faire de la guerre civile sur l'arrière d'Antigone. Et pendant toutes les années qui suivent, jusqu'en 303, donc de 315 à 303 avant Jésus-Christ, Séleucos va conquérir tous les territoires antigonides entre la Babylonie et l'Indus. Donc là, il va obtenir ce qui correspond en gros à l'Iran actuel, et à l'Afghanistan aussi. Et plus tard encore, en 301, il va battre Antigone le Borgne en Turquie, et il va mettre la main sur la Turquie actuelle. Donc il va lui-même mettre la main sur tout ce que possédait Antigone jusque-là, de la Turquie jusqu'à... Un beau retournement de situation. Exactement. Il va partager la Turquie avec l'un des satrapes. 20 ans après, il va réussir à mettre la main sur la partie occidentale de la Turquie qu'il lui avait donnée. Et là, c'est la fondation de l'Empire séleucide. Un empire qui va de la mer Égée jusqu'à l'Indus. D'accord. Dans l'Empire perse, il y avait ce qu'on appelait des satrapies. C'était en gros comme des régions. Oui, c'est ça, parce que tu dis satrape depuis le début, c'est une sorte ça. de région, c'est ça? Une satrapie, c'est une région, et à la tête de la satrapie, il y a un satrape. Le satrape dans l'Empire perse était un dignitaire de la cour que le roi de Perse déléguait pour gouverner à sa place, avec des prérogatives militaires et des prérogatives de prélèvement du tribut. C'est-à-dire qu'en fait, parce que du coup j'ai un souvenir de ce que j'avais lu, il exerce le pouvoir du roi à la place du roi, il a toutes les prérogatives royales. Exactement, si ce n'est qu'il a pas du tout le droit de montrer qu'il ne les tient pas du roi. Il est obligé de garder une certaine sobriété dans l'exercice du pouvoir, parce que sinon il commet un crime de lèse-majesté. Et ce système des satrapies qui a été repris par Alexandre le Grand, puisque ses généraux ont été nommés comme satrapes, et puis ensuite, après sa mort, par ces généraux qui sont même désignés comme satrapes, il va persister dans l'Empire séleucide spécifiquement, en fait. C'est-à-dire que c'est le seul des royaumes hellénistiques, donc des royaumes de l'époque post-alexandrine, qui reprend le système hérité de l'Empire perse. Et donc c'est ça qui fait toute l'originalité du royaume séleucide. C'est que d'une part, comme tous les royaumes hellénistiques, le roi, la conception de l'idéologie royale émane de la rencontre entre l'idéologie perse et les pratiques politiques qui étaient celles des Macédoniens et des Grecs. Et d'un autre côté, dans les pratiques de pouvoir, on a quelque chose qui est typiquement hérité des Perses. On pourrait essayer de parler un petit peu de l'idéologie royale. En gros, le roi n'est pas roi de droit divin, parce que chez les Grecs, les hommes ne sont jamais les égaux des dieux. D'ailleurs, c'est quelque chose qui avait fait râler des membres de l'entourage d'Alexandre le Grand, c'est quand il avait demandé à certains des Perses de s'incliner devant lui. En fait, chez les Grecs, on s'incline que devant les dieux. Et donc, pour les Grecs, ils se prenaient pour un dieu. Et c'est quelque chose que la distinction entre homme et dieu, c'est quelque chose de récurrent à l'époque hellénistique, et ça explique pourquoi les Séleucides n'ont jamais réussi à imposer une autorité aussi forte que celle de leurs prédécesseurs perses. C'est parce qu'ils étaient simplement des hommes, et donc pour réussir à maintenir leur pouvoir, il fallait qu'ils soient des rois vainqueurs en permanence. Tous les rois hellénistiques, que ce soit les Ptolémées, les Séleucides ou les Antigonides qui ont régné en Macédoine par la suite, ont dû perpétuellement faire des démonstrations de pouvoir à travers des victoires contre leurs ennemis pour montrer leur caractère exceptionnel par rapport à tous les autres Macédoniens. Et il y a autre chose dans l'idéologie royale, c'est qu'elle est aussi héritière de pratiques grecques, et chez les Grecs, il était de bon ton de faire des dons envers les différents sanctuaires, de faire des dons envers les cités, de montrer qu'on était généreux envers la cité. Ça, c'était le devoir des citoyens. Certains citoyens qui se distinguent par leur capacité à faire des dons au reste de la communauté. Et chez les rois, on va voir apparaître, ça s'appelle l'évergétisme. Et on va voir apparaître quelque chose qui s'appelle l'évergétisme royal. C'est quand les rois font des dons à des cités. Mais ça a toujours un objectif politique.
Parce que ce monde hellénistique, c'est un monde où on a des grands royaumes qui se superposent à l'autre monde qui était celui des cités qu'il y avait avant Alexandre le Grand. Les rois ont besoin, pour gagner dans la concurrence permanente qui existe entre eux, de se fidéliser les cités. Et les cités vont venir dans leur orbite, tout en gardant une indépendance théorique. C'est-à-dire que institutionnellement, elle continue à fonctionner. C'est un peu comme si, je sais pas, comment ? Elle continue à fonctionner indépendamment, mais c'est une sorte de confédération de royaumes peut-être. C'est un peu comme si la France, toute la politique extérieure de la France était axée sur les États-Unis, mais que la France continuait à exister en tant qu'entité politique qui fonctionne de façon intérieure. Ouais, c'est un peu le cas maintenant, quoi. On va pas. Je voulais pas le dire. Et donc on a cette superposition entre monde des cités et monde des royaumes, et les rois vont sans cesse se battre pour obtenir la faveur des cités. Et une façon d'obtenir la faveur des cités sur le long terme, c'était de faire des dons. C'est cette pratique de l'évergétisme. Donc on a 3 piliers dans l'idéologie royale hellénistique. C'est d'abord le roi victorieux, le roi qui est généreux envers les cités, et le roi qui, peu à peu, va finir par tenir son pouvoir du fait que ses ancêtres ont tenu le pouvoir. Mais ça, c'est quelque chose qui se crée sur le temps long. Et pour mieux apercevoir ça, je pense que c'est bien de parler un petit peu de la chronologie de la dynastie, qui est donc fondée en 315 au retour de Séleucos en Babylonie. En fait, il prend le titre de roi qu'en 305. Pourquoi est-ce qu'il prend le titre de roi ? C'est parce que Antigone, celui qui était son grand rival, a lui-même pris le titre de roi l'année précédente. Donc pour être sur le même pied que lui, il a aussi pris le titre de roi. Et Séleucos règne jusqu'en 281. De 315 à 281, on a la formation de l'Empire séleucide. Ensuite, à partir de 281, c'est le fils de Séleucos qui règne, qui s'appelle Antiochos. Et il règne une vingtaine d'années, puis ses successeurs, en gros jusqu'en 246, de 281 à 246 avant Jésus-Christ. En gros, il solidifie la structure de l'Empire séleucide, et il rentre en conflit très 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 vite avec les rois lagides, donc ceux qui règnent en Égypte. Et ils sont aussi confrontés dès le départ à un gros problème, leur déficit de légitimité, puisqu'ils sont pas rois de droit divin. En gros, aux marges de l'Empire séleucide, il y a des mouvements séparatistes qui vont naître, notamment en Bactriane, donc ça c'est l'Afghanistan, et en Parthienne, ça correspond en gros au Turkménistan, et dans le centre de l'Anatolie. Et très vite, les Séleucides vont se mettre à ne posséder plus que le sud de l'Anatolie, le nord de la Syrie, et une bonne partie de l'Iran. Et ils vont perdre l'Afghanistan et les franges de leur empire. Et ces forces centrifuges qui conduisent à la désintégration progressive sur le long terme de l'Empire séleucide, elles vont être combattues sans cesse par les premiers rois, entre 281 et 246. Et en 246, du fait d'une guerre contre les Lagides, donc les rois d'Égypte, les Séleucides vont perdre pour de bon l'Afghanistan et le Turkménistan. Parce qu'ils auront été tellement captés par les guerres contre les rois d'Égypte qu'ils auront été incapables de réaffirmer en permanence leur autorité en Bactrie et en Parthienne. Et donc le fait les guerres contre les Égyptiens vont continuer, et il va sans cesse y avoir chez les Séleucides ce souci de concilier politique extérieure et capacité de maintenir un empire de façon globale. Et donc entre 246 et les années 220, l'empire se désintègre très très vite, et il y a un roi qui va réussir à refaire marcher la machine en gros, qui s'appelle Antiochos III, le Grand. Et Antiochos III règne de 223 à 187 avant Jésus-Christ. Et ce qu'il va faire, c'est que d'abord, il va, en gros, il possédait plus que la Syrie du Nord, lui, ce qui est très petit par rapport à tout ce qui allait en moins d'un siècle. Ils ont perdu la quasi-totalité de ce qui allait de l'Égée à l'Indus. Il s'était heurté à des querelles séparatistes. Il y en avait une très importante en Iran. Il y a un général qui s'appelait Molon qui avait décidé de s'emparer du titre royal, et une autre en Turquie. Un de ses cousins à lui, un cousin du roi, qui s'appelait Achaïos, qui avait aussi pris le titre royal. Et Antiochos va, pendant les premières années de son règne, mettre au pas à ces révoltes-là, et il va réintégrer pleinement dans son empire les territoires de Turquie, en gros, et de l'Iran occidental. Et ensuite, il va se dire, moi, j'ai envie de reconstruire l'empire de mon ancêtre Séleucos, qui allait beaucoup plus loin de l'Égée à l'Indus, et j'ai peu de temps pour le faire, parce que j'ai qu'une seule vie, et le monde n'est plus le même qu'à l'époque de mon ancêtre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des grandes expéditions qui vont viser à vassaliser les rois qui sont issus de la désintégration de mon empire à moi. Enfin, de l'empire de mon prédécesseur. Voilà. Et en fait, il va mener des expéditions pendant tout son règne,
Et il va aller jusqu'en Afghanistan, là où Alexandre était allé. Il va mettre au pas les cités d'Asie mineure, donc de Turquie. Et il va mettre en pratique donc cette histoire de vassalisation des rois, c'est-à-dire qu'il mariait l'une de ses filles ou l'une de ses sœurs au roi vaincu, il lui demandait un tribut, et en échange de ça, le gars le reconnaissait comme... le roi vaincu reconnaissait Antiochos comme le roi supérieur, en quelque sorte. Et ensuite, Antiochos poursuivait son chemin en disant « Oui, j'ai vaincu, j'ai réussi à réunir cet espace à l'empire de mes aïeux, etc. » Est-ce que je dirais qu'il a... Parce que quand tu parles de sa manière de faire des conquêtes, j'ai l'impression de revoir un peu Alexandre le Grand aussi, dans sa manière de conquérir et de marier finalement aussi. Enfin, le mariage joue aussi un rôle important, j'ai l'impression, dans la conquête. Oui. Et en fait, ça revient à une question que je voulais te poser depuis tout à l'heure, qui me semble extrêmement... Je suis désolé, je te coupe, mais qui me paraît extrêmement pertinente. C'est-à-dire que tu parlais de cette dichotomie, de cette différence entre la manière de régner en Occident, du coup, dans l'empire hellénistique, c'est-à-dire l'empire grec. Enfin, l'empire grec, non. La façon dont les rois régnaient en Macédoine, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. En tout cas, la manière de la conception du pouvoir, c'est-à-dire que le roi n'est pas un dieu. Et la différence, la dichotomie, du coup, avec la Perse, où le roi est considéré comme un dieu. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand Alexandre conquiert la Perse, et que la Perse, après, est un territoire hellénique, je sais pas, j'ai dit un peu du mal avec ce mot. En fait, hellénistique, ça vient d'un mot grec qui veut dire qu'il parle grec, et c'est fait pour désigner la période après la mort d'Alexandre le Grand. Hellénique, c'est grec, simplement. Ok. Quand la Perse, en tout cas, a été conquérie par Alexandre, il y a cette tension finalement entre la conception du roi, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, qui n'est pas un dieu, et la conception du roi que peuvent avoir les Perses comme étant un dieu, un peu finalement la manière des Égyptiens aussi, j'ai l'impression, des pharaons. Oui, bien sûr. Le roi de Perse était pharaon d'ailleurs. C'est ça. Et Alexandre le Grand aussi. Exactement. Et est-ce que finalement c'était pas voué à l'échec depuis le début, étant donné les différences culturelles et de conception de la royauté, cette tentative de mélange des peuples et je pense que c'est surtout que c'est pas le bon peuple qui est arrivé en Perse, parce que les Perses eux-mêmes n'ont jamais été le seul peuple de tout leur empire. Simplement, ils avaient une idéologie royale qui mêlait, le pouvoir à une mission divine. Parce que le roi était responsable de l'équilibre du monde. Et les Grecs faisaient clairement la différence entre les dieux et les hommes, et leur pouvoir était beaucoup plus lâche, je pense. Et c'est pour ça qu'ils ont... Les rois grecs ont été, à l'égard des Gréco-Macédoniens qui vivaient dans leur empire, donc dans tout l'Orient conquis par Alexandre, ils ont été des rois à la façon des Grecs. Par contre, à l'égard des sujets orientaux qu'il y avait dans l'ancien empire perse, ils se sont présentés comme des souverains locaux, quoi. Enfin, c'est-à-dire que... donc c'est pour ça que Alexandre a demandé aux Perses de s'agenouiller devant lui. Exactement. Pour rester dans cette même... d'accord. Donc en fait, ils se sont adaptés au peuple qui... Alexandre, il était encore à l'époque où ce procédé était à l'étape de formation. Et lui, il a pas trop su départager les deux. Par contre, à l'époque des Séleucides et des Lagides, donc après la mort d'Alexandre le Grand, on a par exemple le premier Antiochos, le fils de Séleucos, se présente comme roi babylonien à l'égard des temples babyloniens, et il se présente comme roi grec à l'égard de ces Grecs dans les colonies, etc. Les différentes colonies qui ont été établies dans tout l'Empire à l'époque d'Alexandre et ensuite. Et à mon avis, cette incapacité à créer un pouvoir unifié qui reposait sur une élite unifiée, c'est la grande faiblesse de la dynastie séleucide, et moins de la dynastie lagide, parce que chez les Lagides, en fait, au IIIe siècle, l'élite est proprement grecque, mais au IIe siècle, les Égyptiens commencent à rentrer dans l'élite. Et donc là, il y a une conciliation entre les deux élites, et d'autant qu'il y avait aussi une collaboration très très étroite entre les deux élites avant même qu'elles ne se mélangent. Chez les Séleucides, il n'y a pas vraiment eu de mélange d'élites, et je pense que ça fait partie des grandes fragilités du royaume, en fait. Parce que mélange des peuples, non, même Alexandre, il y a jamais pensé. Il pensait juste mélanger l'élite perse et l'élite macédonienne. Et ça n'a pas marché parce que tu avais une partie des Macédoniens qui pensaient que c'était honteux de pas donner des vrais héritiers macédoniens c'est un préjugé qu'on qualifierait de raciste de nos jours, quoi. Oui, mais c'était la manière de voir. Voilà, c'est ça, exactement. Parce que c'est vrai que, on va revenir sur ce que tu disais, mais c'était Aristote, du coup, le maître d'Alexandre, qui apparemment, dont l'influence est un peu surestimée, l'influence qu'il a eu sur Alexandre est un peu surestimée, mais qui avait cette phrase qui disait que les orientaux n'étaient ni des plantes ni des bêtes, et ni des esclaves en puissance, quoi. Et
Donc je sais plus pourquoi je dis ça, mais voilà, j'ai la citation. On était sur les pratiques du pouvoir Ouais. et la façon de concevoir comment dire. Oui, donc oui, voilà, c'est ça, de concevoir, différents peuples, de concevoir les autres, exactement. Mais il y a eu des penseurs qui ont pensé à ça. Il y en a un qui s'appelait Zénon de Kition notamment, qui a vécu après Alexandre le Grand, et lui, il pensait que Alexandre, s'il avait réussi, il aurait réussi à créer une grande république, donc où chacun, enfin, ou en tout cas un groupe aurait eu accès au pouvoir, sans doute roi plus différents nobles, et une grande république où les peuples ce serait. Ça c'est marrant. Il faudrait écrire Comme je sais pas s'il y a une uchronie qui existe où Alexandre est mort très tard, a eu un héritier. Je crois pas. Non. De toute façon, est-ce qu'Alexandre aurait suivi ce que disait Zénon? Bon. Non, pas sûr. Donc, du coup, je te laisse reprendre ton cheminement. On en était à Antiochos et à la vassalisation. Mais justement, pour en revenir sur ce qu'était du mariage, Alexandre, lui, s'était marié à Roxane pour essayer de montrer un espèce de mariage entre... Roxane qui était perse. Elle était sogdienne, c'est une partie de la Perse, mais c'est pas l'ethnie perse, c'est plutôt des Afghans. Et c'était pour montrer l'union entre les élites perses d'un côté et macédoniennes de l'autre. Là, la pratique du mariage, c'est plutôt, comment dire, si tu es l'époux de ma fille, c'est que je suis familialement ton beau-père, donc ça donne un certain avantage, quoi. Et c'est cette pratique-là qui a été mise en pratique par par Antiochos, et il a réussi à faire rentrer dans sa sphère d'influence tout ce qui allait de l'Afghanistan à l'Égée, mais surtout l'Égypte. Il a battu les Égyptiens en 200 avant Jésus-Christ à la bataille du mont Panion, et il a fait épouser sa fille au roi d'Égypte d'alors, qui s'appelait Ptolémée V, en 193, aux noces de Raphia. Et donc en fait, on aurait pu dire oui, il a récupéré la quasi-totalité de l'empire d'Alexandre par sa façon de concevoir le pouvoir. Sauf que non, parce qu'il y a deux choses, c'est que d'abord, il a créé une sphère d'influence qui ne tenait qu'à sa propre personne, sa capacité à être un roi vainqueur. Et ensuite, en se heurtant aux Égyptiens, il s'est heurté à un roi qui avait, Ptolémée V était enfant. Et son père, Ptolémée IV, avait confié la protection de son futur successeur, Ptolémée V, aux Romains. Et en prenant les territoires de Ptolémée V, Antiochos III s'est simplement opposé aux Romains qui étaient en même temps, au même moment, en train d'envahir la Grèce, pour faire simple. C'est-à-dire qu'au moment où Antiochos pense qu'il a réussi à réunir les États de ses aïeux, les Romains débarquent en Grèce, et en débarquant en Grèce, ils se heurtent au roi macédonien d'alors, qui s'appelait Philippe, et Philippe possédait des cités sur la côte turque, en mer Égée. Et ces cités ont été libérées par les Romains. Et Antiochos en a profité pour mettre la main dessus. Et donc à ce moment-là, les Romains lui ont dit libère nos cités, c'est à nous quoi. Enfin c'est à nous, ou bien on a dit que c'était libre, donc en tout cas laisse-les libres. Et il va y avoir une guerre très courte qui s'appelle la guerre antiochique. Et cette guerre, elle se passe entre Antiochos III et les Romains en Grèce, puis en Asie mineure, donc en Turquie. Et cette guerre, par ses causes, elle est proprement hellénistique. C'est-à-dire que le roi essaie de montrer qu'il est le meilleur défenseur de la liberté des cités par rapport aux Romains. Et en fait, il échoue lamentablement. Et il doit quitter toutes ses possessions en Turquie. Et en fait, à ce moment-là, il est plus vainqueur. Et comme il est plus vainqueur, tout le réseau de vassaux qu'il avait établi saute. Et il se retrouve uniquement avec un territoire qui va, en gros, du nord de la Syrie au milieu de l'Iran. Donc retour à la case départ, à peu près. Et il y a un gros problème, c'est que après ce moment-là, en fait, le coup porté au prestige des Séleucides est si énorme que les différents successeurs d'Antiochos III vont, de façon très progressive au départ, puis de façon beaucoup plus accélérée ensuite, perdre leur capacité à gouverner leur propre royaume. En fait, on dit souvent que la paix avec les Romains en 188 avant Jésus-Christ, c'est la fin de l'empire séleucide. C'est pas vrai, parce que les deux premiers successeurs d'Antiochos III réussissent à refaire du royaume une puissance majeure sur la scène méditerranéenne. Le deuxième fils d'Antiochos III, qui s'appelait Antiochos IV, a réussi à envahir l'Égypte, et il a dû l'évacuer uniquement parce que les Romains lui ont demandé de le faire, et qu'il savait qu'il n'aurait pas la force de s'opposer aux Romains, quoi. Le problème, c'est que cet Antiochos IV, il était monté sur le trône en supprimant le fils de son frère aîné. Antiochos III avait eu 2 enfants, Séleucos IV, Antiochos IV. À la mort de Séleucos IV, Antiochos IV a viré le fils de son frère, et il est monté sur le trône. Pratique courante, parce que tu veux pas avoir potentiellement un potentiel adversaire dans la succession. Et exactement, mais il a surtout usurpé le trône. Et à ce moment-là, t'es roi que si jamais tu réussis, si jamais tu imposes un déficit de légitimité si énorme à ton arrivée sur le trône, t'es encore plus obligé de sans cesse justifier ta légitimité.
Et en fait, Séleucos IV avait eu 2 enfants. Il a eu celui qui a été tué par Antiochos IV, et il y en avait un qui s'appelait Démétrios, qui était à Rome à l'époque. En fait, il était à Rome à cause du traité de paix qu'il y avait eu avec Antiochos III. Il fallait qu'il y ait un prince séleucide qui soit sans cesse à la cour, à Rome pour faire office d'otage, pour éviter qu'il y ait une reprise d'hostilité. Et ce Démétrios, une fois Antiochos IV décédé, il va retourner en Syrie et il va tuer le fils d'Antiochos IV. Et il y a une querelle entre les 2 branches de la famille qui va durer pendant 1 siècle. Et en fait, là où auparavant les Séleucides qui avaient succédé à Antiochos III avaient essayé de justifier en permanence leur pouvoir en faisant la guerre à l'extérieur, petit à petit les conflits vont se réorienter vers l'intérieur du royaume. Et en gros, le royaume va être en perpétuelle guerre civile. Et en plus de ça, il va subir les pressions des différents pouvoirs qu'il y a à ses marges. Il y en a un qui s'appelle Empire Parthe. Les Parthes, en gros, vivaient au Turkménistan. Ils ont fait sécession de l'Empire séleucide au IIIe siècle. On en avait parlé tout à l'heure. Et petit à petit, ils vont grignoter tout l'Iran. Et ils vont même grignoter la Babylonie, qui était censée être le cœur historique du royaume. Et ils vont repousser petit à petit les différents Séleucides vers la Syrie du Nord. Et c'est pour ça que dans les très très vieux bouquins, on trouve les Séleucides de rois de Syrie. Ce qui n'est pas vrai, parce que stricto sensu, le cœur historique de leur pouvoir est censé plutôt être en Irak, qui est donc dans la région. Oui, là, parce que la capitale des Séleucides, j'ai vu que c'était à peu près à 30 km de Bagdad. En fait, c'est ce qu'on trouve dans les ouvrages et le grand public et chez Wikipédia. Mais il n'y a pas de capitale dans ce royaume, puisque la capitale, c'est le roi. C'est lui qui décide de ce qui se passe, c'est lui qui donne les ordres, etc. Par contre, il y a des centres où la monarchie est bien implantée et où il n'y a pas de remise en question de territoire. Et la Babylonie notamment, parce que Séleucos a fondé Séleucie du Tigre, juste à côté de Bagdad, du site qui a donné Bagdad ensuite, mais surtout pas loin de Babylone. Et ça nous ramène à une pratique du pouvoir qu'il y avait chez les Séleucides, c'était de dédoubler les vieux centres comme Babylone avec une nouvelle fondation grecque qui polarise le pouvoir. Et en fait, cette fondation devient la capitale satrapique, donc de la satrapie. Mais l'ancienne ville, Babylone, conserve un rôle de polarisation économique qu'elle détient depuis longtemps. Et ce rôle est utilisé par la capitale grecque, qui en fait devient le centre opératoire et délègue les fonctions économiques à une ville qui, elle, n'a aucun pouvoir exécutif en fait sur la région. Et donc on était aux successeurs qui sont passés d'une logique de justification de la légitimité par la guerre à l'extérieur et le triomphe à l'extérieur au fait de réussir à triompher de son propre rival sur le terrain dans le royaume, quoi. Et il faut se rappeler que ces royaumes, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était des royaumes qui se superposaient à des cités. Et en fait, ce qui se passe à cette époque, c'est que les cités réussissent à gagner en autonomie progressivement par rapport au pouvoir central qu'est le pouvoir royal. Et toutes les cités de la frange méditerranéenne, de la Syrie, du Liban et de l'actuel Israël et de la Palestine vont peu à peu prendre leur indépendance à l'égard du pouvoir central. Et même, par exemple, les Juifs qui possédaient un territoire qui était sous domination séleucide en Judée vont peu à peu réussir à obtenir leur indépendance à cause de la déficience en autorité du pouvoir central. Et on en est là en 129, à la mort du dernier très grand roi, grand roi séleucide qui s'appelle Antiochos VII. Antiochos VII, c'était un jeune roi qui, en 138, avait succédé à son frère et avait réussi à reconquérir l'intégralité de la Syrie et la Judée. Il avait mis au pas les Juifs qui s'étaient révoltés contre lui et il avait même réussi à reprendre la Babylonie sur les Parthes qu'il avait prise en 140. Et il s'est dit, je vais faire la guerre aux Parthes, comme ça je vais réunir l'empire de mes aïeux. Un peu comme son ancêtre. Et sauf que lui, il meurt dans une bataille, bêtement, dans une embuscade. Et à partir de ce moment-là, en fait, le royaume rentre dans une période de faiblesse extrême. Et pour compenser ce déficit de moyens pratiques, les rois, déjà auparavant, mais encore plus à partir de ce moment-là, vont mettre en avant leur capacité à posséder la richesse. C'est ce qu'on appelle la truffée. Truffée, en grec, c'est le luxe, la luxure.
Et ces rois-là vont en gros sur leur pièce se montrer comme possédant un énorme coup et ils vont insister. On a des textes d'un historien grec qui s'appelle Athénée de Naucratis qui raconte les fêtes qui se passaient à la cour séleucide. Et en fait, ces fêtes, c'était un étalage de luxe énorme. On remportait un chameau, 3 cuisses de dinde, je ne sais quoi, enfin tout un tas de choses. Simplement en y assistant, parce qu'il y avait des distributions énormes aux différents invités. Mais faut se rappeler que ces invités, c'était sans doute des nobles en fait. C'était pas n'importe qui. Hein. C'était ceux à qui il fallait justifier qu'on possède la richesse. C'était pas les paysans qu'il y avait dans la campagne. Et donc ces rois vont insister de plus en plus là-dessus, et en même temps, ils vont... En fait, la Syrie va rentrer dans un état de guerre civile assez permanent qui va impliquer des acteurs extérieurs. C'est-à-dire que à la base, les Juifs étaient censés être subordonnés aux Séleucides, et ils vont se mettre à intervenir en Syrie. Les Arméniens vont se mettre à intervenir en Syrie. Et finalement, en fait, il y a un moment où il va y avoir 4 royaumes séleucides en Syrie, parce qu'il y a eu 4 frères qui se sont coupés le royaume en 4. Et chacun des petits royaumes va se faire manger par le roi d'Arménie. Et c'est la fin de la dynastie séleucide, c'est autour de 75 avant Jésus-Christ, parce que simplement la Syrie passe sous obédience arménienne. C'est Tigrane le Grand qu'on appelle le roi d'Arménie en question. Et Tigrane va lui-même être battu par les Romains. Et en fait, les Romains vont mettre au pouvoir un prince séleucide qui s'appelait Antiochos, qui va devenir Antiochos XIII l'Asiatique, et il va régner 1 an, et ensuite Pompée, qui était le général romain qui l'a mis sur le trône, va l'écarter du pouvoir, et la Syrie va devenir une province romaine. Donc en fait, entre 129 et 69 avant Jésus-Christ, c'est vraiment une période d'incapacité totale du pouvoir central, d'intervention étrangère à répétition, et finalement d'intervention romaine qui mène à l'intégration de la Syrie dans les différentes provinces de la République romaine. Et par contre, donc, même si cette dynastie a sans cesse su à trouver des solutions aux défis de fonctionnement interne, comme reposer sur un pouvoir central qui avait du mal à affirmer sur le long terme son pouvoir de la même façon sur l'intégralité du territoire, malgré ces faiblesses, il y a quand même plusieurs héritages qui restent de la dynastie séleucide pendant les siècles suivants. D'abord, ils ont fondé énormément de colonies dans l'ancien territoire perse, et ces colonies vont subsister à l'époque parthe, par exemple, pour ce qui tient du territoire iranien, et à l'époque romaine, pour ce qui tient de la Syrie, de la Turquie. Et en fait, c'est pour ça qu'on aura encore des Grecs en Iran au IIe siècle après Jésus-Christ. On a des stèles qui montrent qu'il y avait des familles de Grecs qui se faisaient enterrer, etc. Et un parler grec aussi. Et surtout en Afghanistan, qui a été tenu par Alexandre le Grand puis par les Séleucides, on a des rois indo-grecs et bactriens qui vont subsister jusqu'autour de l'an 10 après Jésus-Christ à peu près. Et le grec va rester une langue, un peu comme le latin au Moyen-Âge, en fait, une langue de pouvoir jusqu'au 3e, 4e siècle. Langue des élites. Exactement. Qui n'était plus du tout grec d'ailleurs, hein, mais qui simplement pour montrer que c'était eux les patrons, ils utilisaient le grec, quoi. Et autre héritage, mais ça c'est quelque chose qui, en fait, faut vraiment avoir creusé le sujet pour s'en apercevoir, parce que c'est c'est pas très important. Mais pendant le siècle qui suit la disparition de la dynastie séleucide, il y a des rois clés en fait d'Orient qui vont légitimer leur pouvoir en montrant qu'ils étaient descendants de Séleucides. En fait, c'est quelque chose je sais pas comment. Parce que finalement, ils ont réussi à avoir les Séleucides, ils ont, au fur et à mesure des siècles, réussi à avoir cette légitimité. Ouais, tant et si bien qu'on peut se revendiquer d'eux pour avoir le pouvoir par la suite dans ces régions. Voilà. Mais c'est quelque chose qui se faisait surtout à l'égard des Achéménides, donc les rois qui régnaient dans l'Empire perse. C'est-à-dire que, il y a un exemple qui est très intéressant. C'est Mithridate du Pont. Mithridate, ça a été un adversaire des Romains. Il a commencé à régner autour de 121, si je dis pas de bêtises, avant Jésus-Christ. Et il est mort en 63 avant Jésus-Christ. Il est assez célèbre parce que il avait peur de se faire empoisonner. Il goûtait du poison pour résister. Je crois que c'était un empereur chinois qui faisait ça, mais c'était lui, d'accord. Peut-être qu'il y en a d'autres, ouais. Sûrement. Mais tout ça pour dire que Mithridate justifiait son pouvoir par le fait que par son père, il descendait des Perses.
des rois perses, des Achéménides, et que par sa mère, il descendait de Séleucos. Et même s'ils descendent des Perses, c'est quelque chose qui a été repris. Il y a un deuxième empire perse qui s'appelle l'empire sassanide, à l'époque en gros de la fin de l'empire romain, et les Sassanides revendiquaient descendre des Achéménides, mais ils n'ont jamais prétendu descendre des Séleucides, parce que les Séleucides n'ont pas assez marqué en fait idéologiquement le territoire de l'ancien empire perse. Mais juste après leur disparition, on a quand même des rois qui essaient de se rattacher à eux pour justifier leur pouvoir, et donc ça fait partie de leur héritage à court terme. Ensuite, à long terme, ça disparaît parce que... Ouais, ça s'éteint progressivement. Voilà. Mais alors, même si Antiochos est resté l'un des noms les plus portés en Syrie jusqu'au IVe siècle après Jésus-Christ. Zénobie, qui était reine de Palmyre, donc c'est une reine qui a fait sécession des Romains autour de 250, si je dis pas de bêtises. Et en fait, son père s'appelait Antiochos. Excellent. Mais alors... mais c'est super intéressant, mais d'autant plus que, tu vois, moi je m'étais fait la réflexion, ils s'appellent déjà tous Antiochos dans la dynastie, et ça se fait... Ou Séleucos. Et peu à peu, il y a quelques Démétrios qui arrivent aussi. Et ça se faisait de donner des noms de rois aussi à ses enfants, même s'ils n'étaient pas forcément de famille royale, ou... Parce que si c'était un nom, du coup oui, j'imagine que oui, comme tu l'as dit, Oui, surtout à partir de la fin... Après, pour ce qui est de la répétition du nom, c'est que techniquement, chez les Grecs, c'était d'usage de porter le nom de son grand-père. Et le père de Séleucos, le premier, s'appelait Antiochos. Et lui-même a nommé son premier fils Antiochos. Et Antiochos Ier, celui qui a régné de 281 à 261, il a nommé son premier fils Séleucos. Et l'ennui, c'est que le premier fils s'est rebellé contre lui, donc il l'a zigouillé. Et c'est son deuxième fils, qui lui s'appelait Antiochos, qui est monté sur le trône. Mais si on regarde, en fait, dans la succession père-fils, enfin père-fils aîné, grosso modo, c'est toujours l'alternance, un prénom, un autre. Et le dérèglement, il survient avec cet Antiochos IV, qui a zigouillé son neveu. Parce que son successeur, lui-même meurt et son fils règne très peu de temps. Et le successeur de son fils prend un nom qui rompt totalement avec le reste de la dynastie. Il s'appelle Démétrios, et c'est pour montrer une espèce de... Quand on change de nom en général, quand on est roi, c'est pour montrer qu'on veut changer de pratique de gouvernement et qu'on veut instaurer une espèce d'ère nouvelle, et lui c'est ce qu'il a voulu faire et ça n'a pas marché d'ailleurs. T'as du coup écrit dans le cadre de ton master d'histoire un mémoire de recherche. Ouais. Donc j'ai donné le titre tout à l'heure, mais qui maintenant va nous paraître, même à nous auditeurs, un peu plus... on va pouvoir mieux se le représenter maintenant que je vais le redire. Donc le titre c'était la diplomatie des Séleucides d'Antiochos III à Antiochos VIII. Donc Antiochos III, t'en parlais tout à l'heure, c'est un roi séleucide particulièrement important, qui a reconquéri énormément de terres, de territoires. Et la première question que je voulais te poser par rapport à ce mémoire de recherche là, c'est quelle a été ta problématique et pourquoi tu as choisi ce sujet du coup en particulier? Alors la problématique, c'était de montrer la façon dont en fait la diplomatie on a souvent présenté les Séleucides comme l'homme malade de l'Asie, une espèce de dynastie qui régnait sur un royaume qu'ils n'arrivaient pas à maîtriser. Et mon idée à moi, c'était de montrer au contraire qu'ils ont eu une diplomatie cohérente, qui s'est sans cesse adaptée à la situation, et qui a sans cesse utilisé à un instant T les meilleurs outils... Les meilleurs outils à leur disposition. Pas forcément les meilleurs par rapport au contexte, mais qui n'a jamais été une diplomatie bête en fait. Ça a jamais été on a lâché les pédales et puis on laisse pisser et puis on regarde ce qui se passe. Est-ce que tu dirais que c'était plus, pardon je te coupe, mais une diplomatie plus de la rationalité par rapport à une diplomatie de l'émotion? L'idée c'est que il y avait le bagage idéologique qui était... Moi je suis pas partisan d'une idée selon laquelle l'idéologie guide les hommes qui sont au pouvoir. À mon avis, l'idéologie, c'est quelque chose qui est fabriqué par les hommes qui sont au pouvoir. Et c'est pour ça que je pense qu'ils ont concilié des aspects idéologiques qui eux-mêmes étaient rationnellement, produits. Même si l'idéologie, ça produit de l'émotion, l'outil idéologie, il était produit de façon rationnelle. Et une approche très pragmatique de la situation, et il fallait s'adapter à tel instant, à telle situation, et donc là on envoyait une armée, ou bien on faisait preuve de générosité à l'égard de telle ou telle cité parce qu'on en avait absolument besoin. Je pense pas du tout qu'il y ait eu une approche émotionnelle à la diplomatie dans le cadre de l'Empire séleucide, dans aucune diplomatie d'ailleurs, si ce n'est, à mon avis, ça commence à par exemple la guerre de 14.
l'archiduc d'Autriche, là, François Ferdinand, qui s'est fait assassiner, zigouiller. Pourquoi est-ce que ça a un peu mis le feu aux poudres? C'est parce qu'il y a un enchevêtrement entre des conflits dynastiques. Donc là, forcément, François-Joseph, l'empereur, il était pas très content qu'on ait tué un membre de sa famille, et des conflits nationalistes. Et à mon avis, c'est le nationalisme qui crée l'approche émotionnelle à la diplomatie, parce que les gens avec le nationalisme se reconnaissent dans une espèce de nation qui devient presque une personne spirituelle, et en fait, quand on touche à leur nation, on touche à leur fort intérieur, et c'est là qu'il y a des réactions irrationnelles. Mais à mon avis, à cette époque-là, il y en a pas, d'autant que, en tout cas dans le cadre des royaumes hellénistiques, il y en aurait peut-être eu, il y en avait peut-être dans le cadre de la cité, parce que quand on s'attaque à la cité, on s'attaque à la communauté des citoyens. Mais là, c'est des rois qui vraiment gouvernent à des peuples très très différents, je pense pas que si jamais une cité sujette des séleucides voyait quelqu'un insulter le roi, ils allaient réagir à grands coups de cœur, etc. Non, je pense pas. Et alors du coup, elle se passe comment cette diplomatie des Séleucides entre ces deux rois? J'ai la période, je l'avais noté, c'est entre 217 jusqu'à 96 avant Jésus-Christ. Ouais. Ça couvre quand même à peu près un peu plus de 100 ans déjà. Oui. J'ai choisi ces dates-là parce que, en gros, 217, on parlait d'Antiochos III tout à l'heure, au tout début de son règne, il a eu beaucoup de mal à cause de différentes révoltes, et à partir de 217, il mène une diplomatie cohérente qui est axée sur ce discours idéologique de récupération de l'héritage de son ancêtre Séleucos. Et en fait, j'ai essayé de montrer en quoi la diplomatie, au cours de ce siècle et quelques années, était guidée par une idée de reconstruction qui était produite idéologiquement. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on se réfère à des repères qui montrent un empire puissant auparavant qu'il faut reconstruire en permanence. Et j'ai divisé cette période en 3 périodes. D'abord de 217 jusqu'à la mort d'Antiochos IV, celui qui a zigouillé son neveu là, en 164. Et au cours de cette période, j'ai montré que la défaite contre les Romains, c'était pas, contrairement à ce que disait une historiographie un peu datée, une rupture, mais plutôt un motif de continuité dans la pratique diplomatique des Séleucides. Parce que il continue à être, confronté à ce problème de désintégration de l'Empire dans ses marges, parce que Antiochos III a perdu, et que toute la ceinture de vassaux qu'il avait créée a sauté, ses successeurs sont obligés d'essayer de la rénover, de la reconstruire. Et en parallèle, les Séleucides ont assez de moyens pour assurer à l'extérieur leur prééminence parmi les rois. Il y a une citation d'un historien qui s'appelle Diodore, qui en gros dit Antiochos IV était le plus puissant des rois. Maintenant, au début du XXe siècle, il y a plein d'historiens qui auraient dit que c'était un débile qui avait aucun pouvoir, que c'était un client des Romains. Mais à l'époque, il apparaissait vraiment comme le plus puissant des rois du monde hellénistique. Et en fait, c'est à partir de sa mort donc en 164, que les guerres civiles se multiplient. Et à partir de ce moment-là, il y a un basculement dans les outils diplomatiques utilisés. Là où les 3 premiers Séleucides de la période Antiochos III, son fils Séleucos IV et le frère de Séleucos IV, Antiochos IV, utilisaient principalement la force militaire pour montrer leur prééminence et assurer la réussite de leur diplomatie. Les autres, les successeurs jusqu'en 129, qui est la date de l'expédition manquée d'Antiochos VII, réorientent leur discours sur la pratique de la truffée. Donc, qui est peu à peu émerge l'idée que le roi doit montrer son luxe, quoi. Mais en même temps, les Séleucides restent une force prééminente sur la scène du Proche-Orient, tout en étant confrontés à des défis majeurs, des pertes territoriales très importantes, la Babylonie notamment. Et en fait, en 129, les rois perdent définitivement leurs moyens de montrer militairement leur puissance, et c'est là qu'ils utilisent exclusivement cette truffée, au détriment de l'arme militaire qui était mixée à la truffée entre 164 et 129. Donc on a plusieurs outils. On a l'idéologie royale qu'on a évoquée tout à l'heure, qui est censée garantir la légitimité à l'égard des acteurs extérieurs et des acteurs intérieurs. On a la force militaire, parce que simplement c'est des rois conquérants, et ils sont censés d'abord montrer qu'ils sont puissants militairement, et ensuite ils utilisent cette armée dans différentes expéditions. Donc à l'égard des cités, on va plutôt avoir des expéditions qui sont destinées à intimider pour faire passer dans son camp. Et à l'égard des royaumes, plutôt une utilisation de l'armée qui vise à prendre des pans de territoire, simplement.
Et donc le troisième outil de ces rois, c'est ce luxe, cette profusion de richesses, de moyens matériels, qui est utilisée quasi exclusivement à l'extérieur, à l'égard des cités. Elle est utilisée de quelle manière cette c'est l'évergétisme que j'ai évoqué tout à l'heure. En fait, c'est simplement on va faire un don. Une cité, par exemple, on va lui offrir, je sais pas, la construction d'un bâtiment public, une bibliothèque, de bains. Oui, ouais. Grosso modo, c'est ça. Il y en a un qui est assez célèbre, c'est cet Antiochos IV, là, celui qui a zigouillé son neveu. Il est très connu pour, enfin, à l'époque, il était très connu en tout cas, pour ses dons à l'égard des cités. Et il a fait construire à Milet ce qu'on appelle un bouleuterion, c'est l'assemblée du peuple. Et là, c'est génial, parce que il finance quelque chose qui est au cœur de la vie civique, en fait. Et donc là, les Milésiens, ils sont contents. Et donc, il réussit à assurer son influence à l'extérieur, quoi. Ce qui est, je vais peut-être un peu simplifier, mais quand tu fais cette distinction entre, du coup, Antiochos 3, 4, 5, ou je me trompe peut-être, les trois premiers. Ah, Antiochos 3, c'est le Cos 4 que j'ai rapidement, enfin presque pas évoqué, et Antiochos 4 qui est celui qui meurt en 164. Là. Donc entre ces trois premiers-là et ceux qui viennent après, du coup tu me dis qu'il y a une distinction dans la manière de faire de la diplomatie. Oui. Et moi ce que j'observe, mais peut-être que je simplifie un peu, c'est que j'ai l'impression qu'on passe du hard power au soft power entre les deux. Et ben c'est pratiquement ça. C'est pratiquement ça. C'est même totalement ça à la fin du siècle, parce qu'ils ont plus le moyen d'utiliser le hard power de toute façon. Et d'ailleurs à la toute fin du siècle, même au début du 1er siècle avant Jésus-Christ, on a c'était, j'ai oublié où c'était. Bon, en gros, je crois que c'était à Delphes. Non, c'est à Délos, voilà, c'est à Délos. Délos, c'est un sanctuaire d'Apollon. C'est une île en plein milieu de la mer Égée. Et il y a une espèce de caveau où ont été entreposées des dédicaces qui ont été faites à différents rois. Et il y en a une qui est faite aux différents Séleucides et à celui du moment. Et en fait, on parle du Séleucide en parlant de ses ancêtres. Enfin, c'est-à-dire qu'on remonte toute sa généalogie pour montrer que oui, il descend de rois qui ont influencé le monde grec à l'époque. Mais on parle pas de lui, quoi. Parce que simplement, il y a rien à dire. C'est un gars qui passait, je crois que c'était en 96, ça devait être Antiochos, quelque chose comme ça, pardon. Et c'est un roi qui a aucun fait d'armes à son actif. Et donc simplement, on se reposait sur, ça me fait à nouveau un peu penser aux États-Unis, en fait. Les États-Unis qui se reposent sur un héritage de libérateur du continent européen à la fin de la Seconde Guerre mondiale et de garant d'un certain ordre contre l'Union soviétique pendant la guerre froide, et qui maintenant ont du mal à assurer quand même leur position à l'international, et se confortent aussi dans cette espèce d'idée que oui, à un moment ils ont été une force culturelle majeure, une force politique majeure, force économique majeure. Je vais un peu dévier parce que du coup tu parles des États-Unis et ça me donne envie de parler aussi. Est-ce que tu observes parce que tu as beaucoup travaillé du coup sur la chute finalement d'un empire, oui. Est-ce que tu observes des similarités, je vais y arriver, entre la chute justement de l'empire séleucide et parce qu'on assiste maintenant à la chute de l'empire américain, qu'on le veuille ou non. Je pense que oui. Oui. Mais dans toutes les différentes chutes d'empire, j'ai l'impression qu'on observe des similarités. Oui. Pour toi, c'est quoi ces similarités qu'on peut observer ? D'abord, il y a un dysfonctionnement interne. Chez les Séleucides, c'était l'incapacité des rois à montrer à un moment leur légitimité et à assurer leur emprise sur la totalité des différentes cités, des différents peuples qui constituaient leur empire. Et dans les États-Unis, je pense que le dysfonctionnement, c'est celui de ce qui est représenté comme le système démocratique, parce que bon, il y a qu'à voir ce qui s'est passé à l'élection de Biden, les Trumpistes qui investissent le Capitole, ce n'est pas à l'esprit des Américains dans les années 60, quoi. Je pense pas les États-Unis, je sais pas si on peut dire que ça a été la démocratie par excellence dans les années 60, mais ça l'est plus en tout cas à notre époque, à mon avis. Et la deuxième chose, c'est la confrontation à des acteurs extérieurs qui peu à peu eux aussi émergent et qui font suffisamment concurrence sur les franges de l'empire pour réussir à capter une zone d'influence qui auparavant appartenait à l'empire qui est en train de s'effondrer. Chez les Séleucides, par exemple, les Romains ont réussi à mettre la main sur des cités d'Asie mineure, donc de Turquie, qui ont appartenu de très longue date aux Séleucides. Bon, aux États-Unis, on pourrait parler de, je sais pas moi, la façon dont ils avaient réussi à s'implanter
en Afrique et à soutenir des régimes contre les régimes socialistes qui dépendaient de l'URSS. Et puis maintenant, peu à peu, c'est les Chinois qui s'implantent et qui virent les Américains. C'est vrai que de par leur position géographique, les États-Unis, ils n'ont pas eu trop l'opportunité de faire des conquêtes de territoire. Mais je me dis que s'ils avaient été dans une autre région, si les États-Unis avaient été dans une autre région du monde, au moins plus proche d'autres pays plus facilement envahissables, peut-être qu'ils auraient eu cette volonté de... D'un autre côté, ils n'ont pas envahi de territoire à proprement parler, mais l'Empire américain, c'est aussi la sphère d'influence américaine, et l'Amérique du Sud a été de très longue date le terrain principal de jeu des États-Unis quand même. Et là, on voit que de nos jours, les Péruviens doivent 90% de leur production de cuivre aux Chinois. Et en fait, l'Amérique du Sud est totalement en train de rebasculer d'un point de vue de l'acteur principal extérieur. Et à mon avis, donc cette incapacité à assurer sa prééminence aux franges, ça fait partie des symptômes de la chute d'un empire. Il y a aussi un problème de reconnaissance à l'extérieur. Et je pense qu'il y a autant de facteurs extérieurs que de facteurs intérieurs dans la chute de l'empire. Voilà. Je voulais aussi te parler d'autre chose parce que tu parles du coup, tu as travaillé sur la diplomatie en histoire, et c'est vrai que du coup la diplomatie c'est un pan de recherche à lui tout seul, c'est les relations internationales, c'est la géopolitique. Et pourquoi tu as voulu mélanger ces deux pourquoi tu as voulu mélanger ces deux sphères, et en quoi ces deux sphères elles se complètent bien? Parce que finalement j'ai l'impression, j'ai fait un peu de relations internationales aussi dans mon parcours, donc c'est pour ça que je trouve ça d'autant plus intéressant. J'ai l'impression que l'histoire des relations internationales nous permet aussi de mieux théoriser la géopolitique actuellement, et aussi d'avoir un aspect, d'avoir une vision plus claire aussi sur les relations entre pays même actuellement. Oui, bien sûr. Je pense que tu as tout à fait raison à mon avis, l'histoire, ça sert à tirer des leçons avant tout. Mais pourquoi est-ce que j'ai voulu concilier ces deux choses-là? C'est pas... je veux dire, c'est... parce que tu aurais pu faire un truc très chiant. Non, mais c'est que quand j'étais petit, voilà, c'est la partie pas du tout historique ni scientifique ni quoi que ce soit. Chacun son histoire, comme on dit. Mais quand j'étais petit, j'aimais bien les grandes, ce qu'on peut appeler les grandes figures, mais qui en fait sont 95% des personnes peu recommandables. Et j'aimais bien ce qu'on appelle la grande histoire, et toutes ces choses-là, les récits captivants, quoi, les choses intéressantes où il y a des rebondissements. Et j'avais aussi joué à Rome Total War, et j'avais découvert les Séleucides dans Rome Total War. Mais tu sais que, non, mais c'est super drôle, parce que quand j'ai commencé à faire des recherches sur les Séleucides, je n'ai trouvé que des tutos de Rome Total War, je n'ai trouvé que ça, je n'ai pas trouvé autre chose. Pourquoi? Mais parce que pratiquement tous les gens qui ont découvert les Séleucides, ils ont dû le découvrir par Rome Total War. Et donc, quand j'étais au lycée, j'avais 2 ans de moins que les gens qui étaient autour de moi, et moi je rêvais que de grands récits, de choses intéressantes, machin. Là. Et mes parents ont voulu me faire une école d'ingé. Et en fait, j'ai fait une prépa physique-chimie, et je me suis lourdement emmerdé. Et j'avais toujours cette idée de un jour faire des études d'histoire sur un sujet qui me passionnait vraiment. Et quand je suis arrivé à la fac, je suis arrivé en L3. J'ai eu un prof génial, donc mon futur directeur de recherche à l'époque, qui s'appelle toujours d'ailleurs, François Lefebvre, et il a bien vu que je voulais faire un truc sur ce sujet. Je pense qu'il devait se dire qu'il est irrationnel à vouloir bosser là-dessus à tout prix. Moi, je lui propose d'autres sujets qui sont plus d'actualité dans la recherche en histoire. Mais c'était vraiment un peu un rêve d'ado de pouvoir bosser là-dessus, quoi. Donc, je voulais aussi qu'on parle un peu de la manière dont tu as travaillé autour de ce mémoire de recherche-là. Comment travaille un apprenti historien? Comment on recoupe les sources? Comment concrètement ça se passe? En général, quand on connaît pas un sujet, ce qu'on va faire au départ, c'est qu'on va regarder les différents manuels qui ont été faits dessus. Mais ça, c'est avant l'approche recherche, en fait. C'est plutôt une découverte. Par exemple, imaginons qu'on me colle un sujet de recherche sur l'histoire de l'art en Indonésie au 8e siècle. Je vais commencer par lire un manuel sur l'art en Indonésie au 8e siècle. Et ensuite, on va devoir se coltiner d'abord, et en premier lieu, les sources primaires. Donc là, ça va être, pour mon sujet, par exemple,
J'ai passé les premiers mois de mon master de recherche à lire tous les passages des auteurs anciens, petit des noms, Diodore, Appien, Tite-Live, Polybe, qui ont parlé des Séleucides. Donc les sources primaires, ce sont les sources les plus proches de l'époque. Okay. C'est les sources qu'on appelle primaires ou directes. En gros, c'est ce qui émane de l'époque traitée. Donc là, déjà, en fait, c'est pas tout à fait correct de dire que c'est des sources primaires parce que c'est déjà, eux, ils retranscrivent. Oui, parce qu'il y a oui, c'est ça. Mais c'est tellement lointain par rapport à nous que si on considère que c'en est. Et il y en a d'autres qui sont les sources, par exemple, épigraphiques. L'épigraphie, c'est l'étude des inscriptions qui sont faites sur des pierres ou sur des morceaux de métal. Et donc, il a fallu que je recense et que je retranscrive toutes les inscriptions qui traitaient des Séleucides et qui m'intéressaient pour mon sujet à moi. Et il y a les sources numismatiques. Là, c'est les pièces de monnaie, par exemple. Pour ceux qui font de l'histoire égyptienne, il y a les sources papyrologiques, donc les papyrus. Et il y a les sources archéologiques. Donc là, c'est fouilles de sites, etc., etc. Et les gens font des comptes rendus et voilà. Et donc, une fois qu'on a tout ce bagage qui est mis dans un coin des outils de travail, on fait une approche comparative. Et là, on essaie d'établir un raisonnement par rapport à la comparaison des différentes sources pour voir, est-ce que c'est cohérent et est-ce qu'il n'y a pas un auteur qui, à un moment, a dit quelque chose en le déformant ou je ne sais quoi. Et là, on peut déjà créer, à mon avis, un premier jet par rapport à la problématique qu'on s'est fixée, bien sûr, un premier résultat, une première synthèse. Et ensuite, il faut regarder ce qu'on appelle l'historiographie. L'historiographie, c'est l'histoire de l'histoire. Et donc là, c'est tel historien a émis tel avis sur tel sujet à telle époque, et tel autre historien a émis tel autre avis sur le même sujet. Et il y a une évolution de la perception de l'histoire, en fait, quand on regarde l'historiographie. Par exemple, moi, je parlais des Séleucides. J'ai cité au tout début de mon intro dans mon mémoire un article qu'il y avait dans un Larousse du XXe siècle. C'est des gros bouquins, gros dictionnaires qui ont été imprimés au début du XXe. Et en fait, dans l'article sur les Séleucides, l'auteur de l'article disait c'est devenu des clients de Rome juste après la victoire des Romains sur Antiochos III. Et c'est quelque chose qui a totalement, qui est resté dans la tête des historiens pendant très longtemps et qui a été revisité très récemment. Parce qu'on s'est intéressé au fonctionnement interne de l'Empire, qu'on a revu la façon dont il se comportait à l'extérieur. Et donc, toute cette historiographie, on la met en relation avec le bagage qui est né de l'analyse des sources primaires, et ensuite, ça donne une production qui est originale parce qu'elle s'inscrit dans un courant de pensée, c'est-à-dire elle rajoute quelque chose à toute la démarche historiographique, et en même temps, elle est le produit d'une analyse de ce qui permet véritablement d'émettre un avis, c'est-à-dire les sources. Parce que j'avais suivi une interview d'un prof, je ne sais plus où il était prof d'ailleurs, je crois que c'était au Chartres, un truc comme ça, qui disait, oui, il y a tout un tas d'historiens qui rabâchent des choses qui ont déjà été dites. Et en fait, ils ont jamais vu les sources primaires, et ils ont juste vu la production qui avait été faite à partir de ces sources primaires. Et donc, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est redire, mais en mieux ou en moins bien, ce qui a déjà été dit. Mais paraphraser. Exactement. Plutôt que d'essayer de voir où est-ce qu'il y a eu un hic dans la perception des sources primaires. Et c'est ça. En fait, c'est une synthèse entre, d'un côté, les sources primaires, de l'autre côté, l'historiographie. Hop, on produit quelque chose, et on le met en filiation avec ce qui a déjà été dit, soit pour contredire, soit pour approfondir, soit pour simplement acquiescer, quoi. Donc, au début de ton travail, tu travailles sur les sources primaires. C'est ça, voilà. Et tu n'as pas l'écueil que peuvent faire d'autres à directement te plonger dans les sources secondaires, oui. C'est-à-dire un manuel qui va parler du monde perse à cette période précise et qui va juste faire un résumé des sources anciennes qui existent déjà, parce que tu vas avoir toi-même ton propre point de vue sur ces sources anciennes-là en particulier. C'est-à-dire qu'au départ, il faut avoir une connaissance, ne serait-ce qu'assez vague, de la période et de ses pratiques quand même. Et donc c'est là que le manuel peut être intéressant pour quelqu'un qui va décider de faire un sujet de recherche sur une période qu'il connaît pas du tout. Sauf que quand on arrive à la fin de la licence, normalement, on est censé avoir une connaissance très très globale sur les différentes périodes. Ne serait-ce, on peut capter une période dans tel espace géographique de façon assez rapide, d'autant que la majorité des sujets c'est sur de l'histoire de l'Europe.
soit pour l'histoire antique, ça va être des Grecs ou des Romains, quoi. Il y a peu de personnes qui vont s'amuser à traiter du Japon antique à la Sorbonne, parce qu'en plus c'est une fac assez. Ça pourrait être tellement intéressant. Si tu connais un historien qui traite du Japon antique, on l'invite avec plaisir. De base, en fait, j'ai beaucoup hésité sur mon sujet. Et un truc que j'aurais adoré faire, c'est l'histoire de la Chine. Oui. Non, surtout que maintenant, j'ai l'impression qu'on ne connaît pas assez la Chine et que ce déficit de connaissances va nous porter préjudice justement dans notre perception et dans notre diplomatie future. Mais je m'égare un peu. C'est extraordinaire, la Chine antique. Ouais. C'est monstrueux de temps en temps, c'est magique d'autres temps, dans d'autres moments. C'est ça aussi, j'ai l'impression que les sujets qu'on aborde en histoire, en tout cas en France, c'est vraiment très européano-centré. Oui. Et ça nous prive, mais après tu peux pas non plus tout étudier de l'école primaire jusqu'au lycée, tu peux pas passer en revue toutes les périodes. Mais c'est vrai qu'en arrivant ici, je me faisais la réflexion, Alexandre le Grand, on n'en parle pas énormément, on n'en parle pas tant que ça à l'école, et il y a énormément de pans de l'histoire qui sont extrêmement importants, qui sont un peu mis de côté, et ce que je trouve dommage, mais... En fait, le dilemme, il y a les tenants d'une histoire nationale, et là l'histoire devient un outil pour apprendre aux jeunes à être un bon citoyen. Et il y a les tenants de l'histoire plus globale, qui est censée montrer des phénomènes, en fait. Et auparavant, depuis le 19e, on était dans une histoire très nationale. Je lis les bouquins d'histoire de ma grand-mère, elle fait son école dans les années 40-50, là. C'était, la révolution qui a permis l'épanouissement de la nation, machin, truc, et puis vraiment montrer que la France était un pays qui pesait dans le game, quoi. Et maintenant, dans les programmes, c'est plutôt, montrer ce que c'est que les échanges entre les différentes civilisations à l'échelle méditerranéenne au Moyen-Âge, entre le monde musulman, le monde chrétien occidental, le monde chrétien oriental. Et je pense que c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant, en fait. Parce que simplement, ça en apprend plus sur les hommes et moins sur les pouvoirs. Et à mon avis, les pouvoirs, ça sert à rien s'ils s'intéressent pas aux hommes. Mais j'ai écouté une conférence d'Emmanuel Todd avant de venir. Emmanuel Todd est un peu comment on dit, la blague qui revient énormément dans ce podcast, parce que j'en parle un peu trop. Et il avait cette phrase, une citation je sais plus d'ailleurs l'auteur de la citation, qui disait, pour bien connaître la nature humaine, le mieux c'est de voir c'est quoi l'histoire des hommes, justement. C'est à travers l'histoire qu'on peut bien comprendre la nature humaine et pas au travers la philosophie, etc., par exemple. Ouais. Je pense que c'est vrai, parce que simplement, on est toujours les mêmes qu'il y a 2000 ans et les mécanismes, ils se répètent, quoi. Oui, typiquement, quand on parlait de la chute des empires, c'est systématiquement, j'ai l'impression, les mêmes phénomènes qui se répètent et qui se répètent. Et c'est aussi intéressant le fait que on n'est pas appris de nos erreurs et que finalement les empires continuent à s'effondrer au fur et à mesure de l'histoire. Mon directeur de recherche m'avait dit, quand je lui ai rendu mon mémoire, l'année dernière, il m'avait dit vous avez fait un manuel pratique d'utilisation de l'Empire séleucide, c'est dommage qu'il l'ait pas eu il y a 2000 ans. En fait, à mon avis, je sais pas si c'est un manuel de je ne sais quoi, mais les questions qui se sont posées à eux, effectivement, sont les questions qui se sont posées aux empereurs romains à une époque, aux califes abbassides à une autre époque, aux empereurs de Chine, les structures de pouvoir se répètent et se répètent sans arrêt et sont sans cesse confrontées aux mêmes problématiques, et simplement ils regardent pas assez en arrière. Ou bien peut-être qu'on n'a pas le temps de regarder en arrière, parce que ça doit être un peu... l'exercice du pouvoir, ça doit être problématique sur problématique et stress sur stress à cause de questions auxquelles on n'a aucune réponse. C'est une charge mentale qui est quand même... assez conséquente, j'imagine. C'est pas des êtres humains, c'est des êtres humains un peu... Ça dépend, en fait. Plus le roi est bon, plus c'est un être humain, j'ai l'impression, exceptionnel, entre guillemets, parce qu'il arrive justement à faire fi de cette charge mentale-là et à mener, disons, des actions peut-être en n'entrant pas dans l'émotionnel. C'est encore la distinction que je faisais tout à l'heure entre la diplomatie un peu émotionnelle et la diplomatie un peu plus stratégique, un peu plus fine. Ouais. Mais j'avais une autre question, parce que là on parlait, tu disais manuel pratique de l'Empire séleucide. Si toi si t'avais une machine à remonter dans le temps, tu pouvais aller dans n'importe quelle période historique, où est-ce que tu irais? Cette question sort un peu nulle part, mais elle me semble intéressante. J'adore ce genre de questions. En fait, je sais pas, mais on pourrait réfléchir. Mais l'ennui, c'est que, en fait, par exemple, si je me mets à la place de quelqu'un à l'époque,
Je vais forcément me mettre du côté de ceux qui ont la meilleure vie, quoi. Ouais, Je vais pas forcément me mettre du... J'aimerais bien être un aristocrate anglais au 19e siècle. Ouais, ça, c'est vrai que c'est pas mal. Les aristocrates anglais, ils avaient leur temps pour lire, pour participer à des fêtes, pour voyager, pour s'épanouir. Bon, d'un autre côté, ils participaient à un système totalement pourri où il y avait des ouvriers qui mouraient dans les rues de Londres tous les soirs. Mais en partant du principe qu'on peut remonter le temps sans contrainte, sans se rendre compte du mal qu'on fait aux autres, ce serait peut-être ça. Ou bien... être un... Il y a pas mal de choses en vrai. Il y a les Romains, il y a Ouais, mais c'est l'Empire. trop violent. Oui, c'est vrai que ça c'est violent. Mais c'est aussi ça, c'est un rapport à la violence qui diffère en fonction des époques. Ouais. Mais si c'est pas tant vivre à cette époque-là que si tu devais y aller pour observer. Ah, pour observer. Ouais. En fait, toutes les époques sont extrêmement intéressantes, mais j'aimerais bien, par exemple, assister au tout début de la civilisation. Enfin, je sais pas si c'est vraiment le début des civilisations, mais en tout cas le début des civilisations écrites en Mésopotamie, où voir la conquête de l'Amérique précolombienne par les conquistadors du point de vue des précolombiens. Quelque chose comme ça. Enfin, le retournement total de situation par rapport à ce qu'on conçoit, nous, qui vont un peu baigner dans une culture européenne, et du point de vue de cultures qui ont disparu, quoi. Oui, parce que c'est vrai que, étant donné qu'on apprend l'histoire de notre point de vue, on a du mal à partir du point de vue de l'autre. C'est pas faux. Et sinon, j'aurais bien aimé parcourir le monde, genre autour du Xe siècle, et voir ce que c'est que de partir d'Europe ou d'ailleurs et de visiter le monde musulman médiéval, aller jusqu'en Chine, partir du principe que j'ai un bateau à moteur pour aller en Amérique aussi, des choses comme ça, quoi. Tu vois, en parlant de ça, ça me refait penser à un passage du livre Hyperion dont je parle dans le précédent podcast justement. Et donc Hyperion, c'est un bouquin de science-fiction qui relate en fait l'histoire de 7 pèlerins qui vont sur une planète où il y a une sorte de monstre qui tue tous les habitants de cette planète, et ils sont envoyés sur cette planète-là pour essayer d'échanger avec ce monstre-là qui s'appelle le Gritch. Ouais. Et chaque chapitre, en fait, est l'histoire d'un des pèlerins. Et un pèlerin, c'est le général Kassad, je crois, qui est une sorte de militaire très puissant. Et il raconte que dans son entraînement de militaire, en fait, ce qu'ils font, et ça, je trouve ça extraordinaire, c'est qu'ils entrent dans une sorte de simulation informatique où ils revivent, en fait, les anciennes grandes batailles du passé. Par exemple, je sais pas, s'il y a une grande bataille durant la guerre de 100 ans, ils vont la refaire pour voir quelles ont été les stratégies, etc., pour finalement apprendre de ces batailles-là. Et quand tu disais j'aimerais bien remonter le temps pour faire je me dis peut-être que ça sera possible dans le futur de peut-être avec des paramètres différents, parce que quand tu fais une simulation, j'imagine que tu rentres certains paramètres, mais peut-être que ce sera possible de... En soi, la simulation, on l'a fait déjà d'une certaine façon, et pas la plus complète quand on fait simplement une analyse historique. Simplement, c'est pas un claquement de doigts qui nous montre ce qui a pas été et ce qui a été, mais en soi, on essaie de trouver les failles de tel ou tel empire, de telle ou telle société, de tel ou tel général pendant telle bataille. Et puis, par exemple, la bataille de Cannes en 216 avant Jésus-Christ, c'est une bataille où Hannibal a réussi à vaincre les Romains et à leur infliger leur plus grosse défaite de toute leur histoire. Il y a eu 60 000 Romains morts ce jour-là. Et la bataille de Cannes, c'est une bataille au cours de laquelle son armée est déployée en ligne, puis il recule son centre et il enveloppe les Romains par les ailes. Et c'est toujours étudié dans les écoles militaires. Pourquoi est-ce que c'est étudié ? Parce qu'on a vu la faille des Romains et on a pu en déduire des logiques. Bon, évidemment, c'est pas aussi stylé que la machine à remonter le temps. Mais... Non, mais à défaut d'avoir une machine à remonter le temps dans le futur, peut-être qu'on aurait des simulateurs pour revoir Antiochos 3 et peut-être lui donner ton mémoire de recherche pour lui dire tiens, il ne faut pas faire ça. Merci Adrien, ça m'a fait super plaisir de te recevoir, et puis j'espère te revoir bientôt. Tu seras pour reparler de tous les sujets qui t'intéressent.